Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la 5e séance publique de la 2e session ordinaire s'est tenue à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'accord gazier entre la Libye et l'Italie pour l'exploitation des gisements gazières au large de la Libye. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la représentation nationale a tenu conformément à l'article 22 de l'alinéa 1 et 2 du règlement intérieur la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de l'année marquant la fin de la 8e législature. La plénière s'est déroulée sous la conduite du président du Parlement, M. Mohamed Ali Mohamed, et avec la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. Au menu de cette première séance plénière, l'adoption des textes législatifs, à savoir le projet de loi numéro 177 de l'année 2022 de la 8e législature portant ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa pour la République de Djibouti, ou bien le deuxième projet de loi numéro 179 portant approbation des comptes financiers 2020 de l'Agence nationale du système d'information de l'État. Autre projet de loi, cette fois-ci la loi numéro 180 de l'année 2022 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers 2022 de l'Agence nationale du système d'information de l'État, ainsi que l'adoption du numéro 183 de l'année 2022 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2021, ou bien la loi numéro 184 l'année 2022 portant approbation des comptes financiers de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2020. La loi numéro 186 porte de l'année 2023 de la 8e législature portant approbation du compte financier de l'agence Arulos pour l'exercice 2018 et la loi numéro 187 de l'année 2023 portant approbation du compte financier de l'agence Arulos pour l'exercice 2019 et 2020. Ainsi que la loi numéro 190, 191 de l'année 2023 de la 8e législature portant approbation du compte financier de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2020-2021 et la loi numéro 192, 193 ou 194 de l'année 2023 de la 8e législature portant adoption du compte financier de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2019 et 2020 et la loi numéro 192 de l'année 2023 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement. Eh bien, au terme des réponses des ministres et après l'intervention explicative du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, avant de lever la séance, n'a pas manqué dans sa traditionnelle allocution de clôture des sessions de remercier l'ensemble des législatures des membres du gouvernement pour l'excellence du travail accompli durant ces années. Au nom de l'Assemblée nationale, je vous remercie pour vos contributions tout au long des 5 années écoulées et à la veille de l'échéance du 24 février prochain. Je vous encourage à vous unir pour mobiliser nos compatriotes autour du programme de la coalition IMP qui répond aux attentes de notre population. Les grandes infrastructures réalisées grâce à la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, sont palpables. Il vous reste donc à redoubler vos efforts pour vulgariser et valoriser les différentes réalisations qui font la fierté de notre pays. Pour ma part, je suis heureux d'avoir servi avec vous, mes chers collègues, avec la plus grande abnégation et honnêteté au sein de notre institution qui est par excellence le poumon de notre démocratie. Je suis fier que nous ayons accompli cette législature en adéquation avec la politique du président de la République. Mesdames et messieurs, sur ce, la 5e séance publique de la seconde session 2022-2023 est close. Merci.
Autre actualité nationale, l'atelier de lancement du projet Mini-Grid s'est tenu à l'hôtel Sheraton aujourd'hui en présence de hauts responsables gouvernementaux et des représentants du programme des Nations Unies pour le développement. L'événement visait, rappelons-le, un projet intitulé Soutenir l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en encourageant les investissements commerciaux à grande échelle. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, étaient présents, ainsi que des représentants résidents du PNUD, Mme Emma Ngoua. Plusieurs représentants du secteur privé et des membres de la société civile, les discussions ont porté sur la mise en œuvre du projet de son impact potentiel sur le secteur énergétique et économique du pays et dans son ensemble. L'atelier de lancement du projet Migrid a été un événement réussi qui a marqué le début d'un nouveau chapitre dans le secteur énergétique du pays. Le projet est une étape cruciale pour répondre aux besoins énergétiques et la population et promouvoir le développement durable. Le gouvernement et ses partenaires s'engagent à travailler ensemble pour assurer le succès et de sa mise en œuvre. Par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et est soutenu techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement, en appui donc au gouvernement de la République de Djibouti, et va durer 4 ans. Il est l'aboutissement d'un long processus de formulation qui va permettre donc aux 2 ministères ici impliqués et à l'ensemble des parties prenantes de poursuivre les efforts du gouvernement de renforcer et de diversifier les énergies renouvelables à Djibouti. Je tiens à ce stade de mon propos à féliciter l'ensemble des équipes et des experts qui ont collaboré à l'élaboration de cet ambitieux projet qui permettra donc de donner l'électricité aux villages de Koranga et Yoboki et aux zones environnantes, dans le but donc de l'électrification et surtout dans le but de ne laisser personne de côté. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a rappelé le rôle crucial que les énergies renouvelables jouent dans le mix énergétique du pays et de la façon dont elles peuvent contribuer au développement économique de Djibouti. Dans le contexte international actuel, marqué par le changement climatique et par la crise énergétique inhérente de la guerre en Ukraine entraînant la hausse des cours mondiaux des produits pétroliers, recourir aux énergies alternatives, dites propres, s'avère une nécessité impérieuse et absolue. L'urgence climatique nous impose donc à tous de réduire drastiquement l'usage des énergies fossiles et à leur remplacement progressif par ces énergies renouvelables inépuisables, disponibles, non polluantes, car ne dégageant pas de gaz à effet de serre, mais surtout écologiques. Mesdames et messieurs, il y a lieu de savoir que les mini-réseaux verts produisant leur énergie à partir des ressources renouvelables, notamment par le solaire, constituent les tendances actuelles par excellence dans le monde pour permettre aux populations rurales d'accéder à l'électricité. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique en matière d'électrification rurale de tous les villages éloignés du réseau électrique national de notre pays, nous avons déjà utilisé ces mini-réseaux pour électrifier plusieurs villages et nous comptons les installer dans tout autre incessamment et sous peu. Leur avantage étant multiples, ils peuvent alimenter un large éventail de clients en leur offrant un approvisionnement ininterrompu en électricité de haute qualité de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un coût moindre. Leur utilisation permet donc par conséquent une amélioration des cadres et des conditions de vie des populations rurales et le développement socio-économique des zones rurales. Dans son discours, le ministre de l'Environnement a souligné l'importance de l'énergie propre pour atteindre le développement durable et réduire les émissions de carbone. Il a souligné l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'énergie et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de me tenir devant cette auguste assemblée afin de procéder au lancement officiel du projet intitulé « Soutenir l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en encourageant les investissements commerciaux à grande échelle dans le mini-réseau des faibles émissions de carbone à Djibouti, ou plus communément appelé projet Mini-Grid. Vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques, en plus d'être un phénomène climatique complexe, impactent durement la qualité de nos vies de nos concitoyens. Les combattre est une nécessité pour la survie de l'homme plus qu'un choix. Nous pouvons alors nous demander
Adaptation ou atténuation? Pour notre pays, les deux options s'imposent. Le renforcement de la résilience des populations est indispensable face aux sécheresses récurrentes. Les aléas socio-économiques, le changement climatique nous contraignent à développer des mesures d'adaptation durables et efficaces. D'un autre côté, il est important d'agir sur les causes mêmes de ces dérèglements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est dans cette optique que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé de faire un plaidoyer pour que notre pays devienne un pionnier dans le développement et l'utilisation des énergies renouvelables. En effet, notre pays possède un fort potentiel en énergie renouvelable et le développement de la géothermie, de l'éolienne, du solaire sont autant de projets ambitieux que notre gouvernement a entrepris. Mesdames et messieurs, ces projets s'inscrivent dans la vision 2035 et dans le respect des engagements de Djibouti en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre. En effet, la contribution déterminée nationale, élaborée dans le cadre de l'accord de Paris, engage notre pays à réduire de 40% des émissions dans un scénario inconditionnel. Les projets mini-grid me tiennent particulièrement à cœur parce qu'en plus de contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques, il répondra efficacement à la volonté d'électrification rurale de notre pays. 2 villages, Yoboki et Korangar, pourront avoir accès à l'énergie solaire à l'issue de ces projets. Et cette initiative permettra sûrement aux habitants de ces villages de voir leurs conditions de vie améliorées au quotidien. Autre actualité dans ce 15h, c'est après une petite rénovation en matière énergétique, le bâtiment central de la BCI MR s'est doté de tuiles solaires sur le toit pour concevoir son énergie. C'est ainsi qu'une cérémonie d'inauguration au siège central de la BCI MR a été organisée ce matin sous l'égide du ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Ghedi. Rappelant qu'environ 78 kWh sera produit chaque année pour rendre le bâtiment plus clair, plus frais. Cela permet à la BCI MR d'économiser plutôt son dépense énergétique et opter pour une énergie verte plus propre dans le respect des normes internationales. Rappelons que les travaux de rénovation ont été dirigés par une société spécialisée en la matière, Somalec. La cérémonie avait la participation du directeur général de la BCI MR, Régis Bariak, le directeur adjoint Abdallah Ibrahim et le directeur général du groupe Abred, M. Olivier Klein. Mais c'est un bâtiment qui a également les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ce sont des grands espaces à climatiser avec de grandes surfaces vitrées, et donc nous avons un bâtiment très énergivore. Alors une fois que l'on a dit ça, ça fait à peu près 2 ans que la BCI-MR se dit intuitivement qu'il y a certainement quelque chose à faire, que l'on cherche des solutions, peut-être à base de panneaux solaires, pour essayer de s'améliorer, d'être plus vertueux sur l'énergie. Et comme souvent, c'est bien sûr ensuite le hasard qui fait qu'il y a eu cette rencontre avec le cluster Djibouti Terre d'Innovation, présidé par Pierre Thérier ici présent, qui nous a présenté une solution qu'il a incubée dans ce cluster de tuiles solaires. Pas de panneaux solaires, mais de tuiles solaires. La banque a été très séduite par ce projet. Et je tiens à préciser que depuis lors, la banque est également sponsor du cluster Djibouti Terre d'Innovation pour aider à développer des solutions innovantes sur Djibouti. De son côté, le directeur général du groupe Red a souhaité la bienvenue au ministre et a expliqué un peu le projet innovatrice de la compagnie pour mieux gérer sa dépense énergétique et pour participer à la protection de l'environnement. La compagnie a opté pour utiliser ses ressources énergétiques solaires. La philosophie d'entreprise qu'on essaie de faire, et de notre groupe Red, et bien sûr de la BCI Mer Rouge, la première fonction d'une banque, c'est de faire une bonne banque qui accompagne bien le pays. Et donc, la première responsabilité économique et sociale que nous avons, c'est de bien faire à la banque. Ça n'empêche en rien d'être engagé sociétalement. Parce que j'ai toujours dit, une banque s'est ancrée dans un territoire et c'est en osmose avec son territoire. Si le territoire va bien, la banque va bien. Si la banque va bien, la banque contribue au fait que le territoire aille bien aussi. Et dans la fonction de notre banque, il y a évidemment le fait d'être un acteur économique important dans un pays, dans un territoire, et il faut assumer ce rôle, y compris dans son engagement sociétal. Dans son engagement sociétal, naturellement, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait viser le bon mariage entre éthique et efficacité. Une efficacité qui serait sans éthique ne marcherait pas longtemps, mais une éthique sans efficacité n'aurait aucun moyen. Donc de ce fait, une banque qui se développe, une banque rentable, une banque utile à la population, utile au pays est fondamentale.
Et quand on a les moyens alors, et qu'on est utile, il est fondamental aussi d'investir dans le pays en termes d'engagement sociétal. L'engagement sociétal, ça va de la participation à la facilitation de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. Ça va, et on essaie de faire des choses en termes d'éducation et autre chose. Et ça va naturellement aussi toucher tout ce qui est environnemental. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, ça a été très bien dit. Le sujet environnemental aujourd'hui est mondial. On ne s'en sortira pas dans un seul pays. Et si chacun, nous faisons quelque chose pour l'environnement, eh bien, au total, on aide la planète. Pour sa part, le ministre de l'Énergie a félicité l'équipe du groupe BCI-MER de Djibouti pour son action louable et ses innovations. Et il a convié le reste des administrations publiques, parapubliques ou privées d'en faire de même. D'abord, la BCI aujourd'hui est le premier bâtiment à être efficient, à être moins énergivore et à travailler dans la ligne droite de la ligne fixée du gouvernement pour l'efficacité énergétique. Nous avions demandé et décrété par loi de faire d'abord des audits énergétiques pour tous les organes d'institutions énergivores à Djibouti. Pourquoi l'objectif de cet audit énergétique, c'était pour voir d'abord que cette institution, que ces compagnies et sociétés, d'abord se fixent des objectifs pour pouvoir réduire cette énergie énergivore qu'ils consomment tous les jours. Nous savons très bien qu'à Djibouti, nous avons un climat rude, nous avons besoin d'une utilisation 24h/24 et il faut aussi un confort sain et agréable pour tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous. C'est une importance capitale aujourd'hui d'avoir un bâtiment moins énergivore, un bâtiment efficient en efficacité énergétique et utiliser le potentiel actuel qu'on a à Djibouti, qui est le solaire, l'éolien ou d'autres énergies alternatives. Je félicite encore le groupe BCI-MER Djibouti pour pouvoir être, et qui sera le porte-flambeau, je vais dire, de l'efficacité énergétique à Djibouti, car vous êtes le premier bâtiment, la première société à installer des panneaux solaires ou des tuiles solaires d'une capacité de 78 kW. Je trouve que c'est très important et je tenais vraiment à venir et à être le jour de l'inauguration de ces tuiles solaires sur votre bâtiment. Nous allons bien entendu vous accompagner, car aujourd'hui, avec toutes les autorisations requises et que nous avons données au ministère de l'Énergie, à la BCI-MER, vous êtes un autoproducteur. Nous allons vous suivre, nous allons certainement aussi suivre vos audits énergétiques annuels chaque année. Et je profite à cette occasion pour aussi donner et informer toutes les institutions de Djibouti pour pouvoir eux aussi s'atteler après les audits énergétiques à se fixer des objectifs pour minimiser la facture d'énergie et les dépenses, mais aussi à travailler dans l'efficacité énergétique. Tout à fait autre chose. Dans l'après-midi d'hier, l'Institut français a abrité une conférence avec une thématique intitulée « La crise et mutation, choc des ruptures ou gestion sereine de la transformation » intitulée du livre d'Olivier, également président du groupe BRED. La conférence a débuté pour une présentation du livre intitulé « Crise et mutation » par son auteur lui-même, qui n'est d'autre qu'Olivier Klein, également président du groupe BRED. Ces derniers a dans son présentation de son livre parlé d'emblée sur la mode de régulation de l'économie où chaque entreprise se doit d'œuvrer à son échelle pour les biens communs en prenant compte de l'ensemble des parties prenantes, la conceptualisation, la pratique de la vie professionnelle qui sont les moyens pour tacler les bankrupts grâce notamment aux techniques d'anticipation qu'il a fortement jugées efficaces pour traiter les problèmes à temps et dans le temps. Rappelons que la fascination et la disparition n'est pas dans le conseiller en la matière. Il est au contraire nécessaire de bien démêler ce qui est utile conserver dans le but afin de préserver l'essence même de son métier. Et tel était le thème qui a été retenu à l'université de Djibouti pour accompagner et même tirer davantage des nouveaux usages et de nouvelles technologies, a-t-il déclaré. Force est de connaître qu'une bonne stratégie ne peut réussir qu'appuyer une énergie
ingénierie du changement adapté comme souvent dans son histoire. La banque se trouve face à ces questions. L'enjeu aujourd'hui, il vous a expliqué encore une fois, M. Olivier, d'y répondre de manière pertinente et efficace pour les banques, en plus largement pour les entreprises de services et distribution. Il faut ainsi devenir la bonne stratégie pour ne pas laisser des intermédiaires associer les meilleurs de l'humain. Ainsi, une conduite sereine, des changements appuyés, une anticipation bien fondée économique et sociale, bien plus favorable qu'une gestion sous le choc, a-t-il poursuivi. C'est un sujet très très important pour le pays. C'est une augmentation de savoir par rapport à ce que nous avons à Djibouti. On a toujours voulu comprendre comment fonctionnait le système de béton américain. Et nous remercions le laboratoire national d'avoir bien voulu attirer ces gens-là sur Djibouti et d'avoir fait ce forum ô combien bienvenu. Nous n'avons pas de complexe à voir. Apparemment, nous avons le même système de béton. Et je pense que le laboratoire a très bien fait d'avoir amené cette association, parce que c'est une association. Et nous sommes très contents d'avoir participé. C'est bénéfique pour nous qui produisons du béton. Et c'est bénéfique aussi pour les étudiants qui vont quand même apprendre comment fonctionne la fabrication du béton de A à Z. Eh bien, pour passer le temps de crise, la mutation est nécessaire et bien comprendre l'organisme vivant qui est une entreprise d'accepter le processus tâtonnant. Tel était le propos du président de l'université. D'avoir American Concrete Institute, c'est un institut américain spécialisé dans le béton, dans le génie civil, mais plus particulièrement dans le béton. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'espère que vous serez la future génération qui va se spécialiser dans cette science, parce qu'aujourd'hui, le béton, il est partout. Nos constructions, nos habitations, dans nos maisons, dans nos édifices, votre université, elle est faite de béton. Donc, c'est important de maîtriser cette science, la qualité du béton. À Djibouti, c'est le LCBE qui s'en occupe. Donc, la directrice générale qui est aujourd'hui avec nous a fait le choix, a décidé que cette conférence, parce que M. Charles Emney n'est là à Djibouti qu'un jour. Donc, Mme Rahma a dit ce jour-là, il faut que les étudiants de l'université en profitent. Même pas les professionnels qui sont invités aujourd'hui, mais elle a dit d'abord les étudiants, et que ce soit le début d'une longue collaboration entre les LCBE qui collaborent déjà avec nous avec la faculté d'ingénieurs, mais aussi à l'UT, qui prend des stagiaires chaque année, puissent encore redoubler d'efforts, Inch'Allah, pour que les ressources humaines de l'université soient bien formées et formées pour autant les professionnels qui sont là aujourd'hui et que je salue et que je remercie pour leur visite à l'université de Djibouti, mais aussi pour le LCBE. Et enfin, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ANCI, a organisé hier une campagne de sensibilisation sur le méfait de l'Internet dans l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il s'agissait d'organiser des séances afin de mettre en lumière des informations claires, rassurantes sur les enjeux entourant les cyberespaces, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. L'objectif principal de cet événement étant d'éveiller les consciences des enfants à travers l'information contre le danger du monde du numérique. Il faut savoir aujourd'hui que la question du jeune et Internet est devenu un réel enjeu de santé publique. Dans cette optique, le gouvernement a décidé d'en faire une action prioritaire dans son agenda. Et enfin, dans l'actualité internationale, Novak Djokovic a remporté hier à Melbourne son 10e Open d'Australie, également le record du 22e titre du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal et redeviendra le numéro 1 mondial. Le Serbe de 35 ans a battu en finale le Grec Stefano. Ce dernier redeviendra 3e
mondial, derrière l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui était absent de Melbourne en raison d'une blessure. Il a été dominateur tout au long du match. Il n'a pas semblé très gêné par sa blessure à la cuisse. Il a d'ailleurs joué pour la première fois du tournoi sans énorme bandage. Et enfin, je vous dis dans le titre, les patrons du géant italien des hydrocarbures, Eni, et la compagnie nationale du pétrole libyenne, NOC, ont signé samedi à Tripoli un accord historique pour l'exploitation de 2 gisements gaziers au large de la Libye. Ce partenariat, qualifié d'historique par Stefano, permettra des investissements importants dans le secteur énergétique, la création d'emplois en Libye et le renforcement de la position d'Eni, qui a déjà le premier opérateur avec 80% de la production du gaz en Libye. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes. Le programme continue sur Télé Djibouti.